Ils m'ont déclaré incompétent, un fantôme dans leur système, un dossier marqué nul. Toute ma carrière, ma réputation, effacée par un unique et froid rapport bureaucratique. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous-même, écoutez. Ils pensaient m'avoir enterré sous des couches de protocoles et de procédures, convaincus que leur machine était infaillible, une forteresse de logique impersonnelle qui broyait les individus sans jamais se salir les mains. Mais ils ont commis une seule erreur, une minuscule faille dans leur armure d'arrogance technocratique. Ils ont oublié qu'un fantôme peut traverser les murs, qu'un fichier jugé vide peut cacher un virus dormant, prêt à se déchaîner. J'ai trouvé la clé de leur monde parfait et stérile, une clé cachée à la vue de tous, dans leur propre documentation, dans leur propre liste de noms bien français, et de règles prétendument logiques. L'histoire de la façon dont j'ai retourné leur propre machine contre eux commence maintenant. Aujourd'hui je vis dans un 2 pièces à Lyon, au 4e étage sans ascenseur d'un immeuble, où les murs semblent suer l'humidité et les regrets des autres. La lumière qui filtre par l'unique fenêtre est grise, fatiguée, et elle ne fait que souligner la fine couche de poussière qui a colonisé ma vie d'avant. Mes diplômes, encadrés, prennent la poussière sur une étagère, tout comme la montre que mes parents m'avaient offerte pour mes 30 ans. Elle est arrêtée sur 10h17, l'heure exacte où j'ai lu le rapport. Le nom de son signataire, Bernard, résonne parfois dans le silence, non pas comme un cri, mais comme le bourdonnement sourd d'un néon défectueux. Je passe mes journées assis à cette table en formica, à regarder la façade d'en face, une mosaïque de vie anonyme qui continue sans moi. Le café est amer, le silence est lourd. Le plus dur ce n'est pas la solitude, mais l'invisibilité. Quand je sors pour acheter mon pain, la boulangère ne me regarde plus dans les yeux. Je suis devenu une transaction, une pièce de 2 € posée sur le comptoir, une main qui prend la baguette. Avant, les gens se retournaient sur mon passage dans les couloirs du bureau à Paris, ma voix portait, mes opinions comptaient. Je me souviens du regard respectueux de mes collaborateurs, même de celui de Dupont, qui a pourtant été le premier à témoigner contre moi. Aujourd'hui, mon reflet dans les vitrines des magasins me renvoie l'image d'un étranger, un homme aux épaules voûtées, dont le regard a perdu toute flamme. Je suis un fantôme qui marche parmi les vivants, une anomalie statistique que le monde a appris à ignorer poliment, en attendant qu'elle disparaisse pour de bon. Cette table en formica, froide sous mes avant-bras, me rappelle parfois la cuisine de mon premier appartement. J'avais 22 ans, j'arrivais de ma province avec un diplôme d'ingénieur et une faim de loup. Pas la faim de richesse, non, mais celle de construire quelque chose de solide, de durable. Je me souviens des nuits passées à étudier pour des certifications supplémentaires, la lumière de la lampe de bureau découpant un cercle jaune sur mes livres, tandis que la ville, dehors, dormait. Chaque équation résolue, chaque ligne de code écrite, était une brique que je posais pour un avenir que j'imaginais à peine, mais que je savais déjà destiné à d'autres que, à moi-même. Mon ambition N, était pas un cri, C, était un murmure, une promesse silencieuse faite à la personne que je voulais devenir. Un homme sur qui l'on peut compter, un pilier. Puis Hélène est entrée dans ma vie, et le pilier a trouvé sa raison d'être. Nous vivions dans un petit 3 pièces en banlieue parisienne, où le bruit du RER berçait nos nuits, notre luxe, était le temps partagé. Je me revois encore dans notre cuisine minuscule, préparant le dîner après des journées de 10 heures. L'odeur d'un simple poulet rôti le dimanche, les herbes de Provence que je faisais pousser sur le rebord de la fenêtre, tout cela composait la grammaire de notre bonheur. Je n'étais pas un grand chef, mais je mettais dans chaque plat tout le soin dont j'y étais capable, car nourrir ma femme était la première façon de prendre soin d'elle. Était un langage sans mots, une façon de dire que, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours un repas chaud qui nous attendrait, un refuge contre le chaos du monde extérieur. Quand notre fille, Chloé, est née, le poids du monde a semblé se poser sur mes épaules, mais Zek était un poids doux, un poids qui me donnait une force nouvelle. Son premier cri a réinitialisé toutes mes priorités. Les heures supplémentaires étaient plus une corvée, mais une nécessité joyeuse. Je me souviens avoir renoncé à mes quelques sorties entre amis, à mon abonnement à la salle de sport, sans même y penser. Chaque euro économisé était une petite victoire. Ses vêtements étaient simples, souvent achetés en solde ou récupérés auprès de cousins, mais Hélène s'assurait qu'ils soient toujours impeccables. Nous ne pouvions pas lui offrir le luxe, alors nous lui offrions la dignité, la propreté, et un amour inconditionnel qui, nous l'espérions, la rendrait plus riche que n'importe quel enfant gâté par les biens matériels. Pour ses 5 ans, elle rêvait d'un vélo rouge, un magnifique vélo avec des petites roues stabilisatrices et des rubans au guidon, exposé dans la vitrine d'un magasin du centre-ville. Il coûtait une fortune, l'aile, équivalent d'une semaine de nos courses. Pendant 3 mois,
J'ai marché pour aller au travail, 45 minutes aller, 45 minutes retour, sous la pluie ou le soleil. J'ai prétexté vouloir faire de l'exercice, pour ne pas inquiéter Hélène. Le jour de son anniversaire, quand ses yeux se sont illuminés en découvrant le vélo dans le salon, j'ai compris que la fatigue, les pieds endoloris, tout cela était rien. Le son de son rire tandis qu'elle pédalait maladroitement dans la cour de l'immeuble, était la plus belle des récompenses, la seule monnaie qui avait vraiment de la valeur à mes yeux. L'arrivée de Luc, notre fils, a confirmé ce rôle qui était devenu ma seconde nature. Les promesses n'avaient jamais besoin de être formulées. Je n'ai jamais dit « je serai toujours là pour vous ». Mais il le savait. Il le voyait dans mes mains, qui réparaient le robinet qui fuit tard le soir, dans mes yeux fatigués mais présents à la table du dîner, dans mon silence attentif quand ils me racontaient leur journée. Ma vie était une démonstration continue de cet engagement. Je n'étais pas un père de mots, mais un père de gestes. Chaque projet que je menais au bureau, chaque promotion que je décrochais n'avait qu'un seul but. Consolider les fondations de notre foyer, s'assurer que les murs ne trembleraient jamais, que mes enfants pourraient grandir avec la certitude d'un sol stable sous leurs pieds. Avec le temps, notre situation s'est améliorée. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, avec un petit balcon. Les dîners étaient plus variés, les vacances étaient plus un rêve inaccessible. Mais mon moteur intérieur restait le même. Je me souviens d'un soir ordinaire. Hélène lisait sur le canapé, Chloé faisait ses devoirs à la table de la salle à manger, et Luc construisait une tour en Lego par terre. J était debout dans l'encadrement de la porte, les observant. Il n'y avait rien d'exceptionnel, juste la paix. J'ai ressenti une plénitude si intense, la certitude d'avoir accompli ma mission la plus essentielle. C'est cette image, ce sentiment de juste place dans l'univers, que Bernard et son rapport m'ont volé. Ils n'ont pas seulement détruit ma carrière, ils ont brisé le miroir dans lequel je voyais le reflet de l'homme que j'avais passé ma vie à construire. Le premier changement fut subtil, comme une note discordante dans une symphonie familière. Étaient d'abord les appels téléphoniques. Mes messages restaient sans réponse pendant des jours, puis une réponse laconique par texto. Désolé, très occupé. On s'appelle plus tard. Le plus tard ne venait jamais. Hélène, elle, répondait encore, mais sa voix avait perdu sa chaleur. Elle était devenue brève, efficace, comme si Joanne était plus son mari mais un administrateur de problèmes à gérer. Les visites se sont espacées. Un dimanche, j'ai proposé de passer, comme avant. Chloé a prétexté un travail urgent à finir, Luc une sortie entre amis prévue de longue date. Je savais qu'il mentait. Ce était pas de la méchanceté délibérée, mais quelque chose de pire, de la gêne. Ma présence leur rappelait ce qu'ils préféraient oublier. Mon échec était devenu contagieux, et ils prenaient leur distance pour ne pas être contaminés. Puis, la distance est devenue un gouffre silencieux. Lors des rares occasions où nous étions réunis, généralement pour une obligation familiale incontournable, J était traité avec une politesse froide, la politesse qu'on réserve à un lointain cousin qu'on ne connaît pas bien. J'essayais de participer aux conversations, de poser des questions sur leur vie, leur travail, les réponses étaient courtes, évasives. Leurs regards se croisaient au-dessus de ma tête, partageant une complicité dont J était désormais exclu. Un soir, chez Chloé, j'ai appris qu'ils préparaient des vacances en Italie, tous ensemble. Personne n'avait jugé bon de m'en parler. Quand j'ai demandé, avec une voix que je voulais neutre, Hélène a simplement répondu. On pensait que tu n'aurais pas les moyens. On ne voulait pas te mettre mal à l'aise. L'excuse était une lame qui coupait plus profondément que l'omission elle-même. L'humiliation a atteint son paroxysme le jour de mon propre anniversaire. J'ai attendu toute la journée. Pas un appel, pas même un message. Le soir, le silence de mon appartement était si dense qu'il en devenait physique. Une semaine plus tard, il y avait un repas pour l'anniversaire de la mère d'Hélène. J était là, assis au bout de la table, invisible. J'observais mes enfants rire avec leurs oncles et tantes, Hélène racontait une anecdote. J était un meuble, une présence tolérée mais ignorée. À un moment, Luc, Hélène et Chloé se sont levés pour aller dans la cuisine. J'ai vu la main d'Hélène pousser doucement la porte, la fermant presque complètement, laissant juste un filet de lumière et de rire étouffé. Échappé. Ce était pas un geste violent, mais un acte d'une clarté terrible. J était dehors. Le refuge que j'avais bâti n'avait plus de porte pour moi. Ce qu'Hélène et les enfants n'ont jamais su, c'est que mon propre père, un homme que j'ai à peine connu, m'avait laissé quelque chose de bien plus tangible que des souvenirs. Un héritage modeste à l'époque, mais que j'avais gardé comme mon plus grand secret. 3 hectares de terre en Corse, près de Bonifacio, une parcelle rocailleuse, surplombant la mer. Pendant des années,
J'ai payé les impôts fonciers discrètement, en utilisant une partie de mes primes. Ce N était pas pour moi. C était leur filet de sécurité, leur fondation ultime. J'imaginais le jour où je leur dévoilerais, une fois Chloé et Luc installés dans leur vie d'adultes. Je me voyais leur tendre les titres de propriété, leur disant, voilà, ceci est à vous. Construisez-y vos rêves, vos familles. C'est était ma dernière brique, la plus solide de toutes. Une promesse silencieuse de ma protection éternelle. Cette vision s'est évaporée le soir de mon anniversaire, dans le silence assourdissant de mon appartement. La porte de la cuisine qu'Hélène a refermée a scellé bien plus qu'une conversation. Elle a scellé le destin de cet héritage. La terre qui devait être le berceau de leur avenir est devenue la clé de ma propre reconstruction. Le lendemain de ce repas de famille, j'ai contacté un notaire. Pour la première fois depuis des mois, ma voix était ferme. J'ai étalé les vieilles cartes et les actes sur ma table en formica. Ce terrain dont la valeur a explosé avec le tourisme, n'est plus un cadeau d'amour différé. C'est mon levier, mon échappatoire. Ce n'est pas une vengeance, c'est un acte de justice envers moi-même. Je ne l'utiliserai pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour me prouver que l'homme qu'ils ont jeté peut encore se tenir debout. La douleur n'a pas provoqué de cri, elle n'a engendré aucune demande, aucune confrontation. Elle s'est muée en une clarté froide, une efficacité silencieuse. Le lendemain de ce repas de famille, Jove était dans le bureau du notaire. Sans trembler, j'ai demandé la révocation de mon testament. Leurs noms, Hélène, Chloé, Luc, ont été retirés, remplacés par une fondation pour jeunes apprentis que je venais de désigner. Puis, j'ai commencé à vider ma vie. J'ai posté des annonces en ligne, pour les meubles, les livres, les quelques souvenirs matériels qui restaient. Des inconnus sont venus emporter les fragments de mon passé, le lit où j'avais dormi seul, la table où j'avais attendu leurs appels. Je n'ai rien dit, j'ai juste encaissé l'argent, des billets qui n'avaient aucune odeur, aucune histoire. Mon action N était pas une punition, mais une amputation nécessaire pour survivre à la gangrène de leur indifférence. Une fois l'appartement devenu une coquille vide, j'ai finalisé la vente du terrain en Corse. La somme était considérable, bien plus que ce que j'aurais jamais imaginé. J'en ai gardé assez pour disparaître et recommencer ailleurs, loin de tout. Le reste, une part substantielle, je l'ai utilisé pour un dernier acte de construction. Je me suis souvenu de la jeune boulangère, celle qui ne me regardait plus dans les yeux. Je savais qu'elle élevait seule son fils et qu'il rêvait d'études supérieures inaccessibles. Par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai organisé une donation anonyme. Un fonds qui couvrirait entièrement ses frais de scolarité, et plus encore. Elle ne saura jamais que le fantôme de son quartier a sécurisé l'avenir de son enfant. J'ai laissé les clés sur le comptoir de mon ancien appartement, et je suis parti, sans destination précise, juste mu par la certitude d'être enfin le seul architecte de mon histoire. Le premier appel est venu d'Hélène. Sa voix, que je n'avais pas entendue depuis des mois, était redevenue douce, presque mielleuse, une intonation que je ne lui connaissais plus. Elle disait être inquiétée, avoir cherché à me joindre partout. Le lendemain, ils étaient là, tous les trois, devant la porte de la petite chambre d'hôtel, où j'avais trouvé refuge en attendant de partir. Chloé tenait une bouteille de vin hors de prix. Luc, un panier garni qui semblait crier leur nouvelle et suspecte générosité. Leur sourire était large, étudié, comme ceux des acteurs dans une mauvaise pièce de boulevard. Ils parlaient tous en même temps, une cacophonie de regrets forcés et de promesses tardives. Ils voulaient comprendre, réparer les choses. Ils n'ont jamais mentionné l'argent, ni la Corse. Mais le mot flottait entre nous, lourd, visible, l'unique et pathétique raison de leur présence. Je les ai laissés parler, assis sur le lit simple de ma chambre anonyme. Je les observais comme un scientifique observe une réaction chimique prévisible. Je voyais le calcul dans le regard d'Hélène, la gêne mal dissimulée de Chloé, la cupidité presque naïve sur le visage de Luc. Leurs gestes, leurs attentions, tout était un décor planté à la hâte pour masquer le vide de leur affection passée. Ils attendaient une réaction, un signe de pardon, peut-être même une explosion de colère, qui leur aurait permis de se poser en victime d'un père devenu fou. Mais il n'y avait plus rien en moi pour eux. Ni amour ni haine, juste le silence froid et poli d'un homme qui a déjà tourné la page. Mon choix était fait, irrévocable. J était le seul spectateur de leur pitoyable spectacle, et le rideau était déjà tombé. Leurs voix se sont tues, laissant un silence lourd, un vide qu'ils espéraient que je comble avec des mots de pardon. Je les ai regardés une dernière fois, non plus comme ma famille, mais comme les architectes de ma solitude, venus réclamer les fruits d'un arbre qu'ils avaient abattu. Pardonner n'aurait pas été un acte de force, mais la négation de l'homme que j'avais été, une trahison envers le père qui avait marché sous la pluie pour un vélo rouge. Alors sans un mot je me suis levé,
J'ai saisi mon unique sac, et j'ai marché vers la porte. Je suis passé à côté d'eux, si près que j'ai senti le souffle coupé d'Hélène. Sans un regard, j'ai ouvert cette porte, et je l'ai refermée doucement derrière moi, les laissant à leur stupéfaction, et à leur cupidité. Aujourd'hui je marche sur un chemin sans carte, avec pour seul bien les vêtements que je porte, et un silence dans mon cœur qui, enfin, m'appartient. Je ne les ai pas laissés sans rien. Je les ai laissés face à eux-mêmes, face au reflet de leurs propres actes dans le vide que ma présence comblait autrefois. Ils croyaient que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais leur apporter. Une fois cette source tarie, j'ai cessé d'exister à leurs yeux. Mais ils se trompaient. Ma véritable fortune, Kini, était cet amour inconditionnel que je leur offrais. Une monnaie dont ils n'ont jamais su reconnaître la valeur. Je n'ai pas anéanti leur avenir. J'ai simplement reconquis le mien. Ce faisant, j'ai honoré le père qui a marché sous la pluie pour un vélo rouge. Et vous? Auriez-vous pardonné? Ou les auriez-vous laissés apprendre ce que l'on ressent à devoir se tenir debout sur des fondations que l'on a soi-même détruites?